des regards croisés sur la candidature en France et en Allemagne. On est ravis de revoir certains aussi qui étaient déjà là hier pour notre webinaire en allemand. Donc, ensemble avec ma collègue Franziska, que vous voyez à côté de moi, nous allons vous donner des conseils sur votre candidature en France et en Allemagne, les différences sur les CV par exemple, ou ce qu'il faut absolument faire dans les entretiens d'embauche, ou ce qu'il faut au contraire ne pas faire du tout. Vous pouvez, tout au long de notre webinaire, poser des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et sinon, après notre présentation qui va durer probablement entre 40 et 45 minutes d'expérience, vous aurez évidemment aussi le temps de nous poser des questions. Donc, nous sommes Anne-Marie, donc moi, et Franziska, ma collègue, nous sommes des recruteuses au sein de Fradeo. Nous allons revenir sur Fradeo un peu plus tard. Et j'ai donc le plaisir de vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Donc, nous allons débuter avec une petite présentation de Fradeo. Qui sommes-nous et qu'est-ce que nous faisons? Si jamais un jour vous avez le plaisir d'être accompagné par nous sur un processus de recrutement pour un de nos clients. Puis, nous allons vous dire ce qu'il faudra absolument joindre dans votre dossier de candidature en France ainsi qu'en Allemagne. Nous allons vous donner quelques conseils universels à respecter. Puis, nous avons choisi deux focus. Premièrement, le focus du CV français et du Lebenslauf allemand et leurs différences notamment. Et un deuxième point de focus qui est sur l'entretien d'embauche. Donc là aussi, nous allons vous donner quelques conseils, puis faire ressortir les différences qu'il peut y avoir entre un entretien avec un client français ou un client allemand, voire un employeur allemand, employeur français. Et puis, nous avons quand même réfléchi pas mal à ce qu'on veut vraiment vous dire aujourd'hui lors de notre webinaire. Donc, il nous paraissait très important de vous donner quelques insights de notre quotidien de recruteur. Et donc, nous avons fait une liste avec les do's à respecter ou à en tenir compte, on va dire, lors de vos entretiens, lors de votre rédaction du dossier de candidature. Donc, on espère que ça va vous aider dans votre recherche et aussi dans vos entretiens, vos candidatures futures. Et puis, nous allons terminer avec une checklist de candidature, donc notamment les questions que vous pourrez vous poser avant de poser une candidature auprès d'un futur potentiel employeur. Donc maintenant, je donne la parole à Franziska pour notre premier point. Qui sommes-nous? Bonjour aussi de ma part. Je vois qu'il y a plusieurs candidats qui se sont rajoutés, donc bienvenue aussi de ma part. Voilà, donc une rapide présentation sur Fradeo. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent déjà Fradeo. On est une agence de recrutement dans le franco-allemand basée à Cologne, parce qu'on fait partie de la Villa France. On est une filiale. Et la Villa France, c'est un centre d'affaires franco-allemand pour accompagner des entreprises en France et en Allemagne sur des questions sur tout ce qui est juridique, les taxes, le développement business. Et nous, chez Fradeo, on est là pour accompagner les entreprises avec le recrutement dans notre pays. Voilà, un peu quelque chose sur nos démarches. Donc, on a des clients de tous les secteurs qui nous confient une recherche. Et nous, la première étape, c'est de faire une définition de profil avec le client pour connaître leurs besoins, voir quel profil ils cherchent exactement avant de vous contacter ou d'attendre vos candidatures. Dès qu'on est en contact avec vous, on fait d'habitude 2 entretiens pour comprendre mieux votre parcours, vos compétences, votre expérience et surtout votre motivation pour rejoindre cette entreprise. Et puis, si les deux côtés, le candidat et aussi nous, on est convaincus, on crée un dossier de candidature où on met plusieurs éléments. Donc, on va y revenir de suite. Mais de notre part, c'est la lettre de recommandation où vous allez nous envoyer votre CV, quelques références.
Et voilà, puis c'est au candidat, au client de dire s'il voudrait vous connaître. Et dans le meilleur des cas, dès qu'il veut vous rencontrer, on vous prépare aux entretiens, on vous accompagne jusqu'à la fin de la période d'essai, dans le meilleur des cas. Donc, cela concernant Fradeo. Donc ici, une petite rapide présentation de notre équipe. Actuellement, depuis quelque temps, on est à 10. Donc, 4 et demi recruteuses, un recruteur depuis peu de temps. Et voilà, nous sommes tous basés en France et en Allemagne. Et voilà, si vous allez être accompagné par Fradeo, vous serez en contact avec soit Axel, soit Stéphanie, Anne-Marie, moi ou mon collègue Farid. Donc voilà, c'était la petite présentation sur Fradeo. Merci Franziska. Donc nous allons poursuivre avec le dossier de candidature en France et en Allemagne. Donc ça y est, vous avez trouvé une offre qui vous plaît, qui vous intéresse et vous cochez pas mal de cases en ce qui concerne le profil recherché. Donc vous décidez de postuler. Alors qu'est-ce que vous allez mettre dans votre dossier de candidature en France et ou en Allemagne? Donc vous allez voir que c'est à peu près pareil. En tout cas, ce sont les conseils que nous donnons. Donc nous, pour une candidature française, nous joignons la lettre de motivation si elle est explicitement demandée. Si elle n'est pas demandée, nous vous recommandons quand même de la joindre, c'est toujours bien vu. Après, il y a de plus en plus d'entreprises qui n'en ont plus besoin, surtout quand vous êtes dans le domaine des startups, notamment. Après, vous joindrez votre CV, nous y reviendrons un peu plus tard, puis évidemment vos diplômes, vos certificats, vos attestations de langue, donc tout ce qui est TOEIC, le certificat de l'Institut Goethe ou le VIDAF pour vos connaissances de l'allemand professionnel. Puis évidemment, si vous postulez en France et que vous n'êtes pas de langue maternelle française, vous pouvez mettre vos diplômes de DELF ou de DALF. Si vous avez fait vos études en Allemagne ou en France, sachez qu'en général, votre diplôme de fin d'études compte comme une attestation de langue. Donc, si vous êtes français, française, que vous avez passé vos études en Allemagne, vous pourrez en tout cas envoyer votre diplôme et ça va servir comme attestation de langue. J'espère que vous m'entendez encore parce que j'ai le petit cadre vert qui vient de partir. Ok, parfait. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre vos lettres de recommandation de vos anciens employeurs, de vos stages, les attestations de stage quand c'est un premier emploi auquel vous postulez. Et puis, évidemment, aussi les références. On va voir plus tard sous quelle forme vous pouvez les joindre. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir quelques personnes de vos postes précédents qui peuvent vous donner une bonne référence. Voilà, donc maintenant, nous nous sommes creusés un peu la tête, on va dire, pour vous donner quelques conseils qui, pour nous, sont quand même assez universels pour une candidature. Donc, tout d'abord, la lisibilité et la clarté du CV. Donc, ça, c'est important. En moyenne, je ne sais pas si vous le savez, un recruteur, que ce soit en cabinet comme nous ou chez l'employeur, passe 30 à 31 secondes à scanner un CV. Donc, vous voyez que c'est très important d'avoir un CV qui est clair et qui ressort un peu du lot. Donc, on verra plus tard comment vous sortez un peu du lot avec votre CV français et votre Lebenslauf allemand. Un premier conseil est tout simplement d'utiliser des modèles pour créer votre CV. Donc, nous, par exemple, nous utilisons beaucoup Canva. Entre autres, pour faire cette présentation, nous avons eu recours à cet outil gratuit en ligne. Il en existe plusieurs où vous pourrez tout simplement choisir le modèle qui vous convient le mieux, qui vous plaît, et en gros l'adapter avec vos informations. Puis dans votre CV et dans votre Lebenslauf, ce qui est important, en tout cas pour nous, est de mettre des loisirs qui sont pertinents et précis. Donc, on vous conseille notamment de ne pas juste mettre voyager, lire et cuisiner, par exemple, mais tout au contraire, d'aller un peu plus dans les détails. Donc, quels sont vos auteurs préférés du moment? Quelle est la cuisine que vous préférez? Quels sont les voyages que vous souhaitez faire dans les années à venir, etc.
Ça, ce sont des informations très précieuses aussi et qui donnent des informations sur votre personnalité. Et quand même, dans le recrutement, ça reste très important parce qu'on recrute avant tout une personnalité qui a évidemment des compétences ou qui va acquérir des compétences, mais vos soft skills, votre personnalité reste très importante. Puis, n'oubliez pas les prétentions salariales, surtout quand c'est demandé explicitement de les joindre. Donc pour ça, en général, on vous recommande de mettre un salaire brut par mois ou par an. Il y a des entreprises qui le précisent d'ailleurs, si vous devez mettre le salaire brut par mois ou par an. Et puis, faites des recherches avant. Renseignez-vous sur le salaire qui est pratiqué dans la branche, qui est pratiqué sur ce métier. Donc, vous trouverez pas mal d'informations en ligne, notamment. On va y revenir un peu plus tard lors de la liste des do's. Et puis, le niveau de langue. Donc, mettez bien le niveau du cadre de référence européen, donc de A1 à C1, à C2, pardon. Et ici, on vous conseille de commencer à partir du niveau B1, B2. Avant, ça ne sert à pas grand-chose de mettre votre niveau de langue parce qu'il n'est pas considéré comme courant, donc à ne pas être utilisable, surtout pour des échanges professionnels. Et puis, ça semble normal et ça semble logique, mais veillez à ce qu'il n'y ait pas de faute de frappe dans votre CV ou dans votre lettre de motivation. Donc, soit vous avez un autocorrect qui marche très bien et qui vous fait remarquer quand il y a des fautes. Sinon, en général, laissez-le relire peut-être ou laissez-les relire par quelqu'un, par un proche qui peut vous dire s'il y a des fautes ou non. Quand vous envoyez un dossier de candidature, en général, une des premières choses qu'on fait en tant que recruteur, c'est de regarder votre profil LinkedIn également. Donc, veillez à ce que votre profil LinkedIn soit actuel et cohérent avec ce que vous envoyez à l'entreprise ou au cabinet de recrutement. Et puis, n'hésitez pas à mentionner vos stages, surtout quand c'est un premier emploi, vos emplois à temps partiel, vos expériences de bénévolat. Tout ça, ça rapporte aussi, surtout le bénévolat, par exemple, peut aussi rapporter en ce qui concerne votre personnalité. Voilà, ça, c'était tout ce que j'avais à dire sur le dossier de candidature en France et en Allemagne. Et on va passer au CV français. Donc, n'hésitez pas, en attendant, si vous voulez poser des questions, on est là pour y répondre. Donc, le CV français. Ce qui est important quand vous faites un CV français, c'est de veiller à ce que le CV n'ait qu'une seule page. Donc, le CV français, en général, c'est une page A4. Et quand vous êtes un profil senior, il peut tenir sur plus. En revanche, avant que vous ayez plusieurs étapes professionnelles sur votre parcours, il vaut mieux avoir un CV d'une page. Et là aussi, ayez recours à des modèles, comme je viens de vous dire auparavant. Puis, pour le CV français, mettez le titre, donc le titre du poste auquel vous postulez, et faites une brève description de votre profil. Donc, utilisez des mots-clés comme management de projet, expert en formation, recrutement, commercial, etc. Soyez précis et utilisez des mots-clés qui ressortent bien et qui parlent aux entreprises. Donc là aussi, B2B, B2C, etc. Ce sont des mots-clés, surtout quand vous travaillez dans le domaine commercial. Puis, vous allez lister votre expérience professionnelle de manière antichronologique sur un CV français, c'est-à-dire que vous mettez votre poste actuel tout en haut et vous allez dérouler jusqu'au poste le plus ancien. Donc, c'est antichronologique. Ça, c'est une des différences avec le CV allemand. Nous allons le voir par la suite. Puis, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, on passe en général, en moyenne, 30 secondes sur un CV. N'hésitez surtout pas, et je vous y invite vraiment à mettre des accents de couleur, à utiliser des pictogrammes ou des graphiques, des choses qui sont très visuelles et qui rentrent tout de suite dans l'œil du recruteur. Ça attire le regard, ce genre de choses, et du coup, ça va faire qu'on passe peut-être un peu plus de temps sur votre CV. Puis, pour votre expérience professionnelle, il va falloir que vous détaillez vos missions les plus importantes. Donc, vous faites une petite liste des tâches par poste que vous énumérez sur la liste. Là aussi, il convient d'être très précis et de vraiment juste lister ce qui est aussi
pertinent par rapport au poste auquel auquel vous postulez. Et puis, finalement, dans un CV français et également dans un CV allemand de plus en plus, on voit une petite liste de compétences clés, donc également des soft skills. Donc là, il convient de mettre, par exemple, vos talents d'organisation, que vous êtes une personne qui travaille de manière très autonome. Pareil, vous pouvez mettre que vous savez faire de la gestion de projet, etc. Donc ça, c'est très récurrent dans un CV français. Et donc, pour vous donner des exemples, donc ici, ce sont des CV que nous avons notamment pris sur Canva. Vous voyez très bien, ils tiennent sur une page. Il y a une photo. Donc ça, c'est pas obligatoire, je tiens à le dire. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Et puis, il y a sur le profil de Thomas, vous voyez qu'il a le profil personne, qu'il a mis son profil personnel et puis son expérience de manière antichronologique. Il a mis ses compétences, son éducation et il a utilisé un en-tête qui sort un peu du lot. Voilà. Et après, vous voyez le CV de Sophie Clément. Elle, du coup, on voit que elle a un métier un peu plus créatif. Donc, évidemment, votre CV peut faire ressortir ce côté. Surtout quand vous avez un métier très créatif, n'hésitez pas à utiliser des modèles qui vous parlent, qui parlent à votre personnalité. Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'était tout pour le CV français. Et du coup, je redonne la parole à Franziska pour le CV allemand. Voilà. Donc, le CV allemand, aussi appelé le Lebenslauf, je vais vous montrer un peu dessus. Il y aurait sûrement quelques aspects qui sont pareils, mais quand même, il y a des différences très claires. Donc, la première que vous allez voir de suite, j'ai aussi un exemple pour vous, c'est la taille. Donc, le CV en Allemagne consiste de plusieurs pages. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire plusieurs pages. Si vous êtes un profil junior, il suffit d'habitude une page. Mais si c'est un profil plus senior, vous avez le droit de faire jusqu'à 2 ou 3 pages maximum. Mais toujours en gardant en tête que le mieux, c'est de rester très court et très précis. Donc, comme Anne-Marie a dit déjà, un recruteur prend à peu près 30 secondes pour regarder tout le CV. Donc, n'hésitez pas à être court et précis. Pareil, pour le CV allemand, il est assez important d'utiliser les mots-clés. Donc, ça serait aussi un conseil sur votre profil LinkedIn. Il y a des compétences clés que vous pourriez ajouter et de même les ajouter sur votre CV ou intégrer dans votre CV allemand. Donc, des mots-clés comme la vente B2B, la gestion de projets, quelques tâches, ça peut aussi être des programmes, d'autres techniques que vous maîtrisez. Donc, n'hésitez pas à ajouter ces mots-clés pour qu'on puisse voir directement ce que vous savez faire ou ce que vous êtes capable de faire. Après, une autre différence très frappante, c'est que l'expérience professionnelle en Allemagne est chronologique. Donc, vous commencez avec le poste le plus ancien et tout en bas, vous allez avoir votre poste actuel. Donc, ça, c'est, je dirais, une des plus grandes différences. Donc, ne soyez pas étonnés. Vous allez le voir aussi sur l'exemple que je vais vous montrer de suite. Après, ce qu'on vous conseille aussi, c'est surtout pour des postes commerciaux, par exemple, d'ajouter des chiffres ou quelques faits qui montrent bien votre capacité, votre compétence. Ça peut être des chiffres d'affaires, des cycles de vente que vous gérez, donc tout ce qui indique ce que vous faites au quotidien ou ce qui est un atout de votre profil. Après, ce qui est aussi assez courant en Allemagne, c'est d'ajouter des contacts pour des références. Ça peut être votre ancien chef, une collègue, par exemple, quelqu'un qui serait aussi prête à raconter quelque chose sur vous. Donc, si vous avez quelqu'un, n'hésitez pas à ajouter son contact, si la personne est d'accord, sur votre CV. Et après, ça, c'est plutôt pour le CV en papier. Ce qui est une grande différence, c'est la date et la signature sur votre CV. Donc, si par exemple vous allez vraiment à un entretien d'embauche en direct, n'hésitez pas à ajouter votre signature et la date actuelle du jour.
En ligne, c'est pas très courant, mais vous pourriez le faire. Ça, parfois, on voit aussi des CV signés en ligne, donc il n'y a pas de vrai ou faux, on va dire. Et voilà, ici, je vous ai mis un petit exemple d'un CV allemand. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 pages. Donc la première, c'est plutôt le Deckblatt, comme on dit, donc le titre du poste, le nom, les coordonnées. Elle a mis quelques connaissances aussi. Et sur la deuxième page, vous allez voir son expérience. Tout à la fin, en bas, son poste actuel. Donc, elle commence par la position plus junior. Et pareil pour ses stages, dans ce cas-là, ou sa formation. Et voilà, il y a aussi les loisirs, les langues. Donc ça, c'est toujours important. On va en reparler plus tard aussi. Mais voilà, gardez en tête que vous avez le droit d'avoir plusieurs pages. Et ensuite, le prochain point sur notre agenda, c'est l'entretien d'embauche. Donc là, je vais rester un peu plus... bon, je vais faire un petit mélange. Déjà, n'oubliez pas, si vous avez des questions, je vois que le chat, il est assez vide. Si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas très clair, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, l'entretien d'embauche. Ce qui est sûrement la plus grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, l'entretien d'embauche, c'est plutôt un échange d'égal à égal. Donc, plutôt une conversation. Bon, ils vont vous poser des questions sur votre parcours, sur votre expérience. Pendant qu'en France, il y a plus d'hierarchie. C'est plutôt des questions, des réponses. C'est beaucoup plus hiérarchique. Vous avez toujours le temps de poser des questions. Je vais y revenir de suite, mais voilà, je pense que qu'on constate souvent que c'est la plus grande différence. Après, ne soyez pas étonnés si l'entreprise vous demande de faire des études de cas ou des tests de personnalité. Ça arrive aussi assez souvent. Ça sert à vous connaître mieux, de savoir comment vous réagissez. Normalement, il n'y a pas de vrai ou faux, c'est plutôt pour comprendre votre manière de travailler. Donc, par exemple, pour un poste de marketing, de créer une stratégie. Donc, voilà, vous pourriez bien montrer comment vous travaillez, montrer votre créativité, ou le test de personnalité sert à vous connaître un peu mieux et peut-être à comparer le résultat avec l'impression qu'ils ont eue en entretien. Quelque chose qui devrait être clair aussi, c'est la ponctualité. En France comme en Allemagne, donc c'est assez important, surtout si c'est un entretien en ligne. On vous conseille de checker votre connexion, votre lumière, votre son, le microphone, donc la vidéo. Donc préparez-vous bien, soyez bien ponctuel. Et en ce qui concerne vos vêtements, c'est une question assez courante. Là, pareil, il n'y a pas de vrai ou faux, mais on vous conseillerait de regarder aussi un peu le site de l'entreprise ou le secteur aussi. Si c'est pour une banque, bien sûr, on vous conseillerait plutôt une chemise. Pendant que, voilà, pour une jeune agence de marketing, c'est un peu plus léger. Donc, adaptez-vous à l'entreprise et peut-être aussi aux personnes que vous trouvez sur le site. Donc, on va y revenir de suite aussi. Une autre chose qui est très facile à dire, mais pas toujours facile à retenir, c'est de tenir en compte les finesses interculturelles. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y a quelques démarches, quelque chose qui sont étonnants pour vous. Restez professionnel surtout et voilà, il n'y a pas de conseils très précis à donner. Donc, vous allez voir que voilà, il y aura peut-être des différences plus graves, parfois plus faibles, mais restez surtout professionnel et si vous avez des questions après, n'hésitez pas à les poser. Quelque chose qui est pas très courant, mais qu'on a rencontré aussi parfois, c'est que quelques entreprises, surtout pour le deuxième entretien,
ils travaillent, l'entretien se fait à partir d'une méthode d'entretien. Il y a par exemple une méthode qui s'appelle STAR, donc c'est-à-dire Situation, Task, Action, Result. Donc ils vont peut-être vous demander quelque chose sur votre poste actuel, vous demander dans quelle situation vous êtes, quelles tâches vous allez faire, comment vous réagissez, quel est votre résultat, pour mieux comprendre votre poste actuel, mais aussi d'être capable de comparer peut-être les résultats avec ceux d'un autre candidat. Donc, soyez pas étonnés, peut-être ils vont vous tenir au courant avant, peut-être ça sera une surprise, mais soyez bien préparés qu'il y a ces méthodes. Et après, ça c'est un des conseils les plus importants qu'on constate que souvent, ce sont les questions, parce que bien sûr, le recruteur ou la personne de l'entreprise aura beaucoup de questions pour vous, mais en revanche, vous aussi, vous êtes vraiment invité à poser des questions, préparer en amont au moins 5 questions sur le poste, sur l'entreprise, sur l'équipe, quoi que ce soit pour bien montrer votre intérêt. Donc ça c'est assez important. Donc ne soyez pas étonnés si le recruteur vous pose aussi vous demande de poser des questions, parce que voilà, ça montre aussi que vous vous êtes bien préparé. Donc c'est assez important. Je vois qu'il y a une première question. Donc, il y a une personne qui dit qu'elle est étonnée de la chronologie et qu'elle a beaucoup parlé qu'elle a parlé avec beaucoup d'entreprises, et en Allemagne, normalement, la préférence est une description de l'expérience antichronologique. Je peux, par exemple, dire par rapport à ça que nos entreprises allemandes, ils demandent, ou en tout cas, on n'envoie que des CV avec de l'expérience chronologique. En général, ce que nous, on vous donne ici, ce sont des conseils. Évidemment, ça ne va jamais être ça va jamais être on va dire, une raison pour laquelle vous n'allez pas être invité. Donc, on va vous dire, nous, ce qu'on vous dit là, ce sont les différences culturelles entre un CV et un Lebenslauf. Évidemment, vous pouvez très bien aussi mettre sur le Lebenslauf allemand votre expérience de manière antichronologique. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est pas que c'est entrer dans la pierre, etc. Évidemment, nous, on a des retours où l'expérience est plutôt chronologique, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci si vous mettez votre expérience de manière antichronologique. Je voulais faire quelques remarques concernant des choses que Franziska a dit, quelques informations complémentaires. Donc, elle a parlé notamment des mots-clés par rapport à LinkedIn aussi. Peut-être pour vous donner une idée de comment nous, on travaille. Donc, sur LinkedIn, quand on fait une approche directe des candidats, on ne travaille qu'avec des mots-clés. D'où l'énorme importance que vous utilisez des mots-clés très clairs dans votre profil LinkedIn. Donc, tout ce qu'a dit Franziska, gestion de projet, les langues, super important. De mettre votre profil aussi en français, en allemand et en anglais, si possible. Comme ça, on vous retrouve, en fait, avec les mots-clés dans les 3 langues. Puis évidemment, quand vous avez un profil commercial, n'hésitez pas à mettre B2B, B2C, les cycles de vente, etc., des ventes techniques. Tout ça, ce sont des mots-clés qui sont très importants pour vous trouver, pour être trouvé aussi par les recruteurs, mais aussi par les Talent Acquisition Specialists en entreprise. Puis après, pour les références, je voulais juste compléter plutôt qu'en général, on demande une référence d'une personne, d'un collègue ou d'une collègue de vous, donc niveau hiérarchique égal. Et puis, il y a aussi la référence d'un ou d'une hiérarchique supérieure. Donc, gardez ça aussi en tête quand on vous demande des références. En général, ce sont collègues et managers. Et puis, pour la méthode STAR, donc, en général, vous allez être prévenu par l'entreprise. Ça se pratique souvent dans le domaine du e-commerce. Donc, si un jour vous voulez postuler chez Amazon, par exemple, ou d'autres entreprises, vous allez être confronté à cette méthode d'entretien. Donc, elle consiste surtout à ce que vous prépariez plusieurs exemples de situations
que vous avez pu vivre dans votre expérience jusqu'à présent. Donc, ce sont des situations où vous avez eu du succès, des situations où vous avez eu pas de succès, des situations où vous avez pu aider des collègues, par exemple. Et ça consiste toujours à bien détailler donc la situation après votre tâche, après votre action et votre résultat. Donc ça, juste une petite digression pour la méthode STAR. Donc je vois que on a eu un commentaire que quelqu'un a envoyé son CV chez nous et nous n'avons jamais réagi. Alors là, du coup, je suis désolée. En général, on réagit. Sauf que peut-être on a eu quelques changements d'équipe dernièrement. C'est peut-être aussi pour ça que le CV est du coup passé un peu à la trappe. Donc, c'est pas du tout de la mauvaise foi, ne vous inquiétez pas. Renvoyez-le à Francisca et moi. On va le regarder évidemment de suite après notre webinaire, si vous voulez. Les adresses email seront affichées à la fin. Les références sont obligatoires. Ok, parfois on a des collègues pas du tout sympathiques. Évidemment, on vous conseille de donner des références des collègues qui vont dire des bonnes choses de vous et aussi des managers qui disent des bonnes choses de vous, évidemment. Je ne vais pas dire que les références sont absolument obligatoires, mais par exemple, chez nous, chez Fradio, en général, on va vous les demander. Et nous, les clients également, ils les demandent de manière systématique. Donc, gardez ça en tête de peut-être avoir au moins une référence et que ce soit d'un manager, du coup, qui puisse donner une bonne référence à utiliser. Voilà. Donc, on va continuer avec les 12 du point de vue du recruteur. Donc, comme j'avais dit auparavant, nous avons réfléchi un peu à ce qu'on voulait vous donner comme conseil de la pratique, donc des best practices. Et du coup, on a réuni quelques-uns. Et donc, on commence avec le premier. Pour nous, ce qui est important, ou ce qui est, on va dire, bien vu, une bonne pratique, c'est d'avoir un CV créatif et personnel. Donc, adaptez évidemment votre CV au métier auquel vous postulez. Ça peut être une vidéo de présentation, ça peut être avec des échantillons de travail, évidemment, quand vous postulez à des métiers créatifs. Ça peut avoir sur votre CV un rapport avec l'entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler ou pour laquelle vous avez travaillé, avec des logos, des slogans, etc. Donc, restez créatif tout en restant professionnel, évidemment. Mais comme j'ai dit auparavant, un peu de couleur, un peu de picto, un peu de graphique est toujours très utile pour faire ressortir votre CV du lot à première vue. Après, évidemment, ce sont vos expériences et vos compétences qui vont être très importants. Ce qui est aussi assez important, c'est de se rendre compte ou de s'informer qui participe à l'entretien. Donc aujourd'hui, c'est encore plus simple qu'avant. On vous conseille de faire des recherches sur Google. D'habitude, les personnes avec qui vous allez faire un entretien sont sur LinkedIn. Donc renseignez-vous bien avec qui vous allez parler. Si vous passez par nous, d'habitude, on vous donne des informations sur ça, avec qui vous allez parler. Mais sinon, n'hésitez pas à demander à l'entreprise avec qui vous allez parler. C'est d'abord très important pour vous sentir à l'aise, aussi pour adapter vos questions, par exemple, mais aussi pour vous mettre à l'aise si vous allez voir que vous avez des choses en commun, par exemple, c'est peut-être plus agréable pour commencer une conversation sympa au début, un petit small talk ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment important de savoir avec qui vous allez parler. Donc, regardez le site web, LinkedIn, Google, n'importe où vous allez trouver des informations, faites-le et voilà, ça va sûrement vous aider. Tout à fait. Et n'oubliez pas l'impact que peut avoir un peu de small talk au début. C'est toujours bien de savoir mettre les gens à l'aise, surtout vos interlocuteurs. Donc, en général, devant un entretien d'embauche, on est un peu nerveux. Donc, c'est très, très bien aussi de mettre à l'aise son interlocuteur et qui va, lui, de son côté aussi, essayer de vous mettre à l'aise en général. Donc, nous avons une question sur les Arbeitszeugnisse. Et par rapport aux références, donc les Arbeitszeugnisse, notre avis en général, c'est qu'on les demande, donc que vous pouvez les joindre. Et puis les références, mais appelez-vous au téléphone ces références par la suite. Alors nous, on va vous demander un email professionnel en général et un numéro de téléphone
de votre référence. Vous avez évidemment le temps de les prévenir, donc nous n'allons pas les contacter dans la seconde après. En général, on demande à la référence ou on les prévient qu'il y a potentiellement un appel de telle et telle personne qui va arriver. Et puis, effectivement, après, en général, on les prévient par mail pour fixer un rendez-vous pour un échange téléphonique qui dure au plus, au maximum 15 minutes, on va dire. Est-ce que vous avez des postes en France à distance pour des personnes qui habitent en Allemagne? Ça nous arrive, oui, de temps en temps. Là, il faudrait regarder sur notre site, effectivement, par rapport aux offres. Quelles offres sont actuellement sur le site. Donc, par rapport au 12, donc le troisième doux qu'on a noté, c'est une bonne préparation qui est indispensable. Donc, c'est peut-être du vu et revu. En revanche, un recruteur remarque tout de suite quand vous n'êtes pas bien préparé en entretien. Donc, si je dis préparation, je dis prendre des notes, se renseigner sur Internet, sur l'entreprise, dans tous ces aspects, prendre des notes et puis vraiment aller voir et même faites un petit essai avant. Parce qu'une des réponses, une des questions les plus récurrentes des entreprises, c'est qu'est-ce que vous pouvez me dire sur notre entreprise? Et là, c'est bien si vous avez toutes les infos déjà en détail et que vous savez ce que vous souhaitez dire. Après, c'est bien de vous renseigner un peu plus en détail sur le poste. Donc, surtout sortir vos questions, les questions que vous avez sur les postes. Puis, travailler votre présentation, donc votre pitch. Ça, c'est aussi une des questions les plus récurrentes. Vous allez être demandé de faire une présentation de vous-même, mais qui n'est pas une répétition de ce que vous avez mis dans votre CV. Donc, il va falloir la travailler le fil rouge, vos motivations, vos aspirations, pour pouvoir faire une petite présentation bien succincte, bien concise lors de l'entretien. Travaillez également vos points forts, vos points faibles, notez-les pour que vous les avez sous la main tout de suite quand on vous les demande. Et puis, Franziska en a déjà parlé, préparez vos questions. Et n'hésitez pas à en poser même 5, 6, 7 questions. C'est très, très bien sur tous les aspects. En général, quand on a une bonne préparation, de toute façon, les questions viennent automatiquement. Donc, ça peut être des questions sur le poste, qui va être mon N+1, qui va être mon équipe, etc. À quoi ressemble le quotidien sur ce poste? Quelles sont les tâches qui sont les plus récurrentes sur ce poste? Quels sont aujourd'hui les objectifs, donc les KPIs, etc. Tout ce genre de questions qui vous permettra également de mieux comprendre le périmètre de ce poste. Voilà, donc nous pouvons passer au prochain conseil. Donc, à côté des points forts et faibles de votre parcours, de votre personnalité, on vous conseille aussi d'avoir bien en tête vos succès et vos regrets. C'est une question assez courante parmi les recruteurs, mais aussi pour vous-même, c'est intéressant de réfléchir ce qui était vraiment un grand succès dans votre carrière. Ça peut être une bonne vente, une bonne idée, quoi que ce soit, hein, l'organisation d'un événement. Donc, soyez créatifs. Ça peut être d'abord une question, mais aussi un sujet que vous pourriez mettre en avant. Donc, c'est toujours bien de tenir en tête ce qui était votre plus grand succès, mais aussi votre regret, parce qu'un recruteur va sûrement demander qu'est-ce que vous avez appris de ce regret, quelle était la leçon, quelle était la conséquence. Donc, même si la question n'est pas posée, c'est toujours bien de l'avoir en tête et de savoir utiliser ces leçons. Exactement. Notre conseil numéro 5, c'est tout simplement si vous savez que votre entretien aura lieu soit dans une langue étrangère pour vous, soit peut-être une partie aura lieu en langue étrangère. C'est souvent le cas pour l'anglais. Pratiquez cette langue avant l'entretien, donc en amont. Préparez des situations, des questions qui risquent de vous être posées dans cette langue. Donc, nous, les sujets courants, c'est quels sont vos loisirs?
Est-ce que vous pouvez me citer un succès et quelles étaient les conséquences de ce succès, votre motivation pour le poste et l'entreprise? Et puis, très important, s'il s'agit, pardon, d'une entreprise industrielle, technique, etc., notez-vous la terminologie spécifique à ces métiers, à ce secteur. Comme ça, vous n'êtes pas dans la bredouille après quand vous cherchez votre terminologie dans la langue étrangère. Puis on peut passer au numéro 6. Ok, ça c'est aussi un point qui devrait être clair, mais on a pensé de le rappeler rapidement, c'est de rester toujours honnête et authentique. On vous a montré qu'il y a par exemple sur Canva des bons exemples de CV. C'est bien de s'en servir, mais il faut toujours que ça soit vous à la fin. Donc ça sert à rien de prendre un CV super coloré et créatif si vous ne l'êtes pas. Ou en revanche un CV super strict, gris, qui répond pas à votre personnalité. Donc, essayez d'être avec votre CV, votre lettre de motivation, avec toute votre candidature toujours vous-même et surtout honnête. Donc, vous allez voir si dans une prochaine étape, on prend vos références et on constate que voilà, il y a des différences entre ce que vous avez dit ou écrit et ce que notre collègue nous raconte, c'est pas très bien. Donc, restez toujours honnête et surtout authentique dans votre candidature. Tout à fait. Donc après, soyez précis dans vos indications. Donc quand vous préparez vos exemples de succès, par exemple, soyez très précis. Préparez vos chiffres, ayez vos chiffres d'affaires en tête, vos objectifs, etc., les cycles de vente. Ou alors pour un poste de recruteur, notamment, c'est combien de recrutements est-ce que vous avez pu faire, etc., combien de placements vous avez pu faire. Soyez très précis dans toutes vos informations. Et ça c'est surtout le cas quand vous rentrez en entretien star. Donc là, il va falloir que vous soyez extrêmement chiffré et extrêmement précis et livrer le plus de données possible, en fait. Mais sinon, en général, soyez très précis, même si ça prend un peu plus de temps dans la description. Il n'y a pas de problème sur ça. OK. Donc, on continue. D'accord, donc notre dernier conseil, c'est de préparer votre salaire, vos attentes, votre prétention salariale. Donc, comme on a déjà dit au début, vous allez indiquer votre salaire brut, soit mensuel, soit annuel. Si c'est un poste commercial, il y a souvent une partie variable ou la possibilité d'une voiture de fonction. Mais soyez toujours réaliste. Donc, il y a des différences au niveau du salaire en Allemagne et en France, mais d'habitude, en Allemagne, le salaire net est un peu plus élevé. Mais renseignez-vous, il y a des études d'autres cabinets de recrutement, des sources publiques. Donc, renseignez-vous pour votre secteur, pour votre poste, votre expérience. Les langues jouent aussi un rôle. Donc, ce sont tous des facteurs que vous pourriez intégrer dans votre réflexion, mais restez toujours réaliste parce que si vous demandez trop, ça peut aussi être une raison pour vous écarter du processus. Donc, soyez réaliste, n'exagérez pas, mais restez aussi dans votre attente. Donc, considérez tous vos atouts et voilà. Exactement. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Oui, mais je pense que c'est peut-être un sujet pas exactement pour le webinaire, donc c'est plus un sujet dont on pourra peut-être parler par email après, par échange mail, parce que c'est quand même très personnel. Donc voilà, je peux juste vous conseiller de nous contacter après le webinaire. Ok, donc le dernier point de notre webinaire, c'est une rapide checklist qu'on voulait vous présenter. C'est moi, je pense, qui peut juste faire. Ok. Donc,
Là, c'était beaucoup d'informations. Donc là, un petit récapitulatif de l'essentiel. Ce qui est toujours très important de ne pas adresser sa candidature à n'importe quelle personne ou à info, arrobase, de chercher vraiment la personne à qui vous allez adresser votre candidature. Le plus précis, le mieux. Donc, chercher la responsable RH, le responsable, d'autres collègues de l'équipe que vous souhaitez joindre. Donc, ça, c'est toujours important. Essayez de chercher aussi sur LinkedIn, sur le site web. Peut-être vous allez trouver le mail directement. Donc, soyez précis. Après, un autre conseil, au lieu de joindre tous les références, le CV, la lettre de motivation, comme ça à votre mail, par exemple, essayez de créer un seul document PDF avec tous les éléments. Donc, votre CV, la lettre, les références, comme ça, c'est plus compact et plus facile à lire et sinon, ça risque d'être perdu. Après, ça dépend toujours du secteur. Si vous restez dans le même secteur ou sur le même poste, il y aurait peut-être moins d'adaptation. Mais faites attention que votre CV est bien adapté au poste et au secteur. Donc, si c'est pour un poste super créatif, euh, comme on vous a montré des exemples, vous pourriez ajouter plus de couleurs, plus de dynamisme. Mais voilà, faites attention qu'il soit bien adapté au poste et au secteur. Et après, on l'a mentionné aussi plusieurs fois, nous, en tant que recruteurs, on va se consulter assez souvent votre profil LinkedIn aussi. Donc, faites attention qu'il y a une cohérence. Donc, s'il y a des informations différentes dans votre profil LinkedIn et votre CV, on va commencer à se poser peut-être des questions. Donc, soyez aussi assez cohérent et essayez d'avoir toujours à jour votre profil LinkedIn. C'est toujours important pour nous. OK. Donc, on va peut-être répondre aux questions. Je vais commencer par celle pour le poste basé en France dans une entreprise dont la maison mère est en Allemagne. Faut-il envoyer un CV français ou un Lebenslauf? Ça dépend en fait de la langue dans laquelle le poste a été publié. Donc, si c'est un poste qui a été rédigé en français et que en fait, les recruteurs et l'équipe, etc., tout est français derrière, vous envoyez un CV, évidemment, même si la maison mère est en Allemagne. Pour le chiffre d'affaires en tant que commercial en service interne, je ne comprends pas bien le service interne. Est-ce que ça veut dire en tant que commercial sédentaire? Parce qu'en général, quand vous êtes commercial et que vous êtes responsable pour un certain chiffre d'affaires, vous le connaissez parce que ça fait partie de vos objectifs. Donc, les objectifs que vous devez remplir sur une année. Et à la fin, en général, vous connaissez le chiffre d'affaires que vous avez pu atteindre pendant cette année. Donc, en tant que commercial en service sédentaire, donc commercial sédentaire, en général, je pense que vous n'avez pas de chiffre d'affaires que vous atteignez. Donc là, ce serait plus, par exemple, combien de clients vous suivez, combien de factures vous faites, etc. Ou on va dire combien de clients vous suivez activement en tant que commercial sédentaire. Et là, bien détailler les tâches que vous faites. Puis, C'était plutôt un exemple aussi, le chiffre d'affaires. Donc, si vous ne le savez pas, il n'y a pas de souci. Peut-être ils vont vous poser des questions, mais si vous n'êtes pas autorisé de donner des informations, c'est pas grave. Mais c'est plutôt pour vous dire ou vous encourager plutôt de mentionner des chiffres, des faits sur vous qui pourraient être un atout pour l'entreprise, qui pourraient pour être intéressant pour le nouveau poste. Exactement. Donc après, si vous avez trouvé un poste qui vous intéresse sur notre site, en général, vous avez un contact auquel vous pouvez envoyer votre candidature. Ça, c'est mieux. Donc, si c'est un poste qui est juste publié sur notre job board, ça veut dire que ce ne sont pas nos missions de recrutement. Là, vous avez un contact direct avec l'entreprise. En général, vous trouvez soit Francisca, soit nos collègues Stéphanie, ou Axel, ou Farid, ou moi, en contact. Et à ce moment-là, vous pouvez nous envoyer votre candidature. Donc, par rapport au chiffre d'affaires, oui, en tant que commercial hotline, là, ce serait plutôt combien d'appels, par exemple, vous traitez par jour.
je dirais, ou assistant du directeur de vente. Là, du coup, je vous conseillerais plus de détailler bien vos tâches. Je ne sais pas si vous avez vraiment, du coup, un chiffre d'affaires. Ça dépend, en fait, du poste que vous occupez. Comme Franziska a dit, ce sont aussi que des exemples. Donc, il y a aussi d'autres indicateurs de performance clés qui peuvent être importants pour le poste. En fait, ça, en général, vous le savez parce que c'est dans la description de poste. En général, au début, on vous dit quels sont vos objectifs à atteindre sur ce poste. Après, il y a une autre question très intéressante. Pour un poste basé en France dans une entreprise dont la maison mère est en Allemagne, faut-il envoyer un CV français ou un Lebenslauf? J'ai Donc ça, c'est répondu à cette question. Ah, pardon. Ne t'inquiète pas. J'ai dit qu'il fallait envoyer un CV français pour un poste basé en France, dans la maison mère est allemande, si tout est en français. Moi, je dirais, j'ajouterais simplement que ça dépend aussi de la personne. Donc, si le responsable RH est, par exemple allemand, on vous conseillerait peut-être plutôt un Lebenslauf. Donc là, c'est le bon exemple de faire une bonne recherche à qui adresser sa candidature. C'est vrai. Exactement. Donc après, si c'est uniquement basé en France et que même les RH et tout est français, là, vous pouvez plutôt envoyer un CV français. Mais exactement, faites bien vos recherches pour savoir si c'est peut-être aussi si le recrutement passe finalement par la maison mère ou non, ou si c'est le recrutement qui est direct basé en filiale française, par exemple. Et s'il y a quelques-uns parmi vous, par exemple, qui parlent pas forcément l'allemand, qui ont quelques connaissances, on prend aussi des CV en anglais, donc c'est aussi assez courant. Si nos clients allemands ne parlent pas français, qui n'acceptent pas un CV français, ils sont prenants pour un CV en anglais aussi. Tout à fait. Donc voilà, merci en tout cas pour votre attention. Donc on vous a mis nos contacts, nos adresses email. Donc vous pourrez évidemment nous écrire si vous avez encore des questions. Donc là, il nous reste quelques minutes avant que la plateforme ferme automatiquement ce webinaire. Donc allez-y si vous avez encore des questions. Et sinon, jeudi, c'est la version en ligne de Connecti. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, de participer. On aura aussi un stand de Fradeo, aussi d'autres entreprises. Oui. C'est toute la journée. Donc, on est là pour échanger avec vous. Vous pourriez prendre rendez-vous dans nos agendas pour échanger en direct si vous avez d'autres questions. Si vous avez déjà votre CV prête, n'hésitez pas. Exactement. Donc, on pourra vous conseiller. Et sinon, il y aura beaucoup d'autres entreprises aussi qui ont des offres d'emploi qui peuvent être intéressantes pour vous. Je vois que quelqu'un est encore en train d'écrire, donc on va attendre quelques minutes pour voir si c'est encore une question. Oui, petite question. Est-ce possible de revoir la conférence de 13 heures en rattrapage? Je pense qu'il y a un replay normalement de tous les webinaires. Je ne sais Sur pas YouTube exactement. ou sur la plateforme? Oui. Donc en général, vous pouvez revoir tous les webinaires qui ont lieu dans cette semaine Connecti hybride. Là, on va voir si peut-être... oui, voilà, c'est ça. Quelqu'un d'autre est en train de... Oui, 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 vous pouvez contacter les exposants, exactement. Si normalement vous avez accès, de toute façon, si vous avez accès au webinaire, normalement vous êtes inscrit au salon. Donc oui, exactement, nous les exposants et pareil les autres exposants auront mis en place par exemple leur calendrier pour prendre des rendez-vous. Donc en général, vous avez cette info déjà où vous pouvez aller prendre des rendez-vous. Vous pourrez aller regarder les infos sur les entreprises, je pense, etc. Ça sera la même plateforme. Donc, si vous allez par exemple sur Fradeo, Connecti, et Ok. puis c'est le lien. Donc, on peut les contacter que jeudi. D'accord. Oui. Merci pour cette info, les exposants. Ok. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir été si nombreux pour assister à notre webinaire. C'était un plaisir. Et puis, comme on a dit, le replay, il va être je pense, mis en ligne très rapidement et il est disponible jusqu'au 20 décembre. Et puis, ce serait au plaisir de se voir jeudi lors de notre salon Connecti. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.